Vous écoutez l'affaire Marine Boisserand, deuxième partie. Ce jour-là, Marine aurait dû être en cours l'après-midi. Mais il n'y avait pas de cours parce qu'une des professeurs était absente. Éric Boisserand, père de Marine. Il le savait qu'il n'y avait pas de cours l'après-midi puisqu'il était dans la même classe. En lisant les différentes auditions de Ludovic, Anne-Rachel van der Hoost, criminologue associée à l'enquête. Je m'aperçois aussi à ce moment-là qu'il y a différentes versions de son emploi du temps. Donc il est revenu chez lui, soi-disant par une copine qui l'a emmené. Or, cette copine a dit « mais non, je l'ai jamais ramené ». Donc après, il a dit qu'il avait pris le bus, puis après, et puis il y a quatre déclarations différentes. On peut imaginer que cet après-midi, il soit allé là-bas pour discuter. Et face à ce nom, ça fait trop, et tout ce qu'il a pu contenir jusque-là est sorti d'un coup, en la supprimant. Il y a un autre élément qui était aussi cette hypothèse, c'est que le témoignage de la famille qui habite au bout du chemin de la maison de la famille Boisserand voit une voiture arriver à vive allure à 16h30 et voit cette même voiture repartir assez rapidement, 15 minutes plus tard. Et cette voiture, c'est une voiture de couleur grise clair. Il s'avère que la maman de Ludovic a une voiture scénique grise clair. Il choisit 43, 1m82, 23. Et il est droitier. Ludovic, parce qu'il fait office de suspect potentiel, et donc il va faire de longues heures de garde à vue. Alors il a effectivement dit qu'il était rentré en auto, après il a expliqué qu'il était rentré en autocar. Yves Sauvert, avocat de l'ancien petit ami de Marine. Mais il dit que le jour où les faits vont se dérouler, pour lui c'est un jour banal, hein. C'est-à-dire qu'il dira « Moi, j'avais pas l'idée de chronométrer les conditions dans lesquelles je rentrais chez moi après cette fin de cours. » Il n'y a pas de preuve irréfutable de sa culpabilité. Il y a un certain nombre d'éléments plus ou moins confus, des déclarations faites par la famille qui ne correspondent pas. Gilles-Jean Portejoie, avocat du père de Marine. Il y a le fait qu'il a pu concevoir une certaine amertume de la séparation. C'est facile de monter un personnage. Finalement, il faut le ciseler. Il se prend les pieds dans le tapis en son emploi du temps. Il est conduit par Marine, qui a peut-être pas été très diplomate avec lui. Ben, dis donc, c'est bon, hein. Il dit, est-ce que vous avez pas été en dépit amoureux? Il a dit, mais attendez, une vie par rapport à un dépit amoureux, ça n'a rien à voir. Je veux dire, je comprends pas une seconde qu'on puisse me dire, je l'ai tuée parce qu'elle voulait pas de moi. Et c'est effectivement des mots qui ont du bon sens. En 2006, la piste de Ludovic, elle s'arrête. C'est-à-dire que ce jeune homme est entendu et relâché pour l'instant sans charge contre lui. Et au mois de juin 2006, il part. Il part à Abidjan dans un premier temps, après à Djibouti, et puis il finit 4 ans après, 3 ans après, en Malaisie. Et il se trouve qu'il va revenir au centre du jeu dans l'enquête. Et là, on retrouve le rôle du père de Marine qui a décidé de tout faire, à tout mettre en œuvre pour solutionner cette énigme. Et il s'est plongé dans le dossier et il a trouvé un témoignage, un double témoignage de 2 collégiens qui donc soutiennent avoir aperçu à 17h ce fameux 11 octobre 2005 un jeune homme vêtu d'un survêtement blanc. Et quand on leur présente les photos de Ludovic, ils vont finir par dire que c'est potentiellement lui, mais sans être affirmatif. C'est pas une identification formelle. 6 ans après le meurtre de Marine Boisserand à Chazé-d'Azergues dans le Rhône, les enquêteurs sont sur une nouvelle piste,
l'ex-petite amie de la jeune fille qui rentrait de Malaisie a été interpellée. Il est arrêté à la descente d'avion, il rentre de Bali, c'est la fin de l'année, il rentre chez lui pour les vacances de fin d'année et il a la surprise de constater que il est arrêté. C'est une douche écossaise, quoi. Et il comprend pas. Ludic a quand même été mis en examen pour meurtre, pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Or, il se trouve que son avocat va récupérer un indice matériel incontestable, qui est la facture d'un buraliste à Villefranche-sur-Saône. Donc lui, il est à 17h en train d'acheter des journaux au supermarché Casino. On a un ticket de caisse qui nous donne qu'effectivement, on sait même les journaux qui ont été achetés. Donc là, impossibilité matérielle. Il ne peut pas s'échapper de la maison de Marine à 17h et acheter des magazines à Villefranche-sur-Saône. Rebondissement dans l'affaire du meurtre de Marine à Chazé-Nazaire. Le jeune homme était jusqu'alors le seul suspect dans cette affaire. Il avait été mis en examen pour homicide volontaire. Aujourd'hui, donc, la justice estime qu'aucun élément ne l'incrimine sérieusement. Là, on est 6 ans après le crime. Et effectivement, pour la deuxième fois, on a l'impression de repartir de zéro. Il faut continuer. C'est ce que va s'attacher à faire le père de Marine Boisserand, qui n'a vraiment jamais lâché l'affaire. Éric Boisserand, bonsoir. Bonsoir. Qu'espérez-vous ce soir en sortant de votre silence? Tout simplement que l'enquête avance, tout simplement. C'est-à-dire que l'enquête, en fait, sur Marine devient quasi exclusivement le combat d'un père pour connaître la vérité. Merci Éric Boisserand d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct avec nous. En un mot, votre point de vue aujourd'hui. Ça fait à peu près 4 ans qu'on demande à ce que l'affaire soit revue, redirigée vers un service compétent. Maintenant, bon, il faut que ça aboutisse. Voilà. Parce alors on va. Bien, vous savez, on cherche, mais moi je veux trouver. Et c'est grâce à cette communication que un témoin important s'est manifesté au mois de décembre. Gilles-Jean Portejoie, avocat du père de Marine. Cette femme m'appelle et cette femme me dit des choses absolument incroyables. Je la questionne, c'est un ancien professeur. Parfois, je me disais quand même, tu sais quelque chose, tu devrais le dire. Puis bon, le temps passe, je ne sais pas à qui m'adresser. Une témoin anonyme. Au bout de 15 ans, ça m'est vraiment revenu. Et bien, c'était un mardi, le 11 octobre. Alors, c'est un mardi parce que, si vous voulez, le mardi, je ne travaillais pas le mardi matin. J'étais enseignante, je ne travaillais pas. Donc, j'emmenais ma petite fille dans le poussette chercher mon petit-fils à l'école du village de Morancet. Alors, la maison des Boisserand, elle est sur la route de Chazet. Elle est, je dirais, à 1,5 km, 2 km de Morancet. Donc, c'était 11h15, 11h20, puisque j'allais le chercher à l'école à 11h30. Et j'arrive à un endroit où il y a un carrefour. Et j'entends tout d'un coup crier « Au voleur, arrêtez-le, arrêtez-le !» Et je vois 2 hommes qui se couraient après, l'un poursuivant l'autre. Le premier qui courait, un homme très brun, avec une mallette à la main. Et à ce moment-là, je vois une voiture qui était embusquée contre une maison, là. Et je l'entends, ce monsieur, dire « Démarre, démarre !» La voiture me passe sous le nez. Comme elle venait de démarrer, elle n'allait pas trop vite. Et au volant, je vois, la fenêtre était ouverte, je vois une femme blonde, les cheveux tirés, une queue de cheval, des lunettes noires, qui conduisait. Et puis la voiture s'en va et prend la direction de la fin du village, là où il y a le feu rouge et où la route va à Chazet. Puis le monsieur arrive, le monsieur qui courait, c'était un viticulteur, qui courait derrière ce voleur, en fin de compte. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, écoutez, je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé ce monsieur en train de farfouiller dans mes affaires. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? L'autre, il a ouvert sa valise, il a pris un couteau et il a dit, t'approches pas ou je pique.
ou je te pique. Et donc, je l'ai laissé partir, il s'est sauvé par la porte-fenêtre, et c'est pour ça que je lui ai couru après. Et une collègue m'appelle en me disant « Écoute, la jeune Marine s'est fait assassiner, 2 coups de couteau, etc. » C'est pour ça que je m'en suis souvenue, parce que c'était le jour, je les ai vus le matin, et l'après-midi, Marine s'est fait assassiner. Et puis 2008, le meurtre du petit Valentin. Madame, monsieur, bonsoir. Après la diffusion de portraits robots, aujourd'hui, les principaux suspects dans l'enquête sur le meurtre du petit Valentin ont été arrêtés en Ardèche. Je vois le portrait de ces 2 personnages. Et je dis à mon mari, je dis, mais je les connais, ce sont eux que j'ai vus. Je les avais photographiés. Stéphane Moitoiret et sa compagne Noëlla Ego, des marginaux à la dérive, animés d'une mystérieuse foi religieuse qui les menait sur tous les chemins de France. Leur dernier domicile connu est celui de la famille de Noëlla à Carly, dans le Nord. Ils ont séjourné ici pendant 3 mois il y a 3 ans, avant de repartir une nouvelle fois. Ils ont acheté des vélos, ils ont pris la route, ils faisaient des pèlerinages, ils étaient hébergés chez des prêtres, chez les moines. Ils vivaient d'une façon marginale, quoi. Un homme, une femme, Stéphane Moitoiret, qui à l'époque doit avoir 38 ans, et qui est avec sa compagne Noëlla Ego, qui a 10 ans de plus que lui. Geoffroy Tomasovic, journaliste au Parisien. Ce sont des marginaux, alors très particuliers, puisque ça fait déjà plus de 10 ans ou 15 ans qu'ils sillonnent la France, en se présentant comme des pèlerins animés d'une espèce de foi, où ils doivent apporter la foi, etc. On a pu noter par exemple des appellations comme princesse divine, comme le secrétaire de Sa Majesté, alors qu'il se promène sur les chemins départementaux. Donc Stéphane Moitoiret, il va pas avouer le meurtre du petit Valentin. D'ailleurs, il l'a jamais avoué. À ce jour, il l'a jamais avoué. Tout l'accable. Il y a de l'ADN, son sang, etc. Il n'y a pas de souci. C'est lui qui a tué. Donc, il dit c'est pas moi, mais c'est un fameux prétendu Belbar qui serait une sorte de double, ou en tout cas le prolongement de lui-même. Et ça, il va en parler à plusieurs reprises. Il dit c'est pas moi qui ai tué Valentin, c'est Belbar. Mais Stéphane Moitoiret, de toute manière, on l'appelle le vagabond schizophrène, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui était dans un délire mystique, voire paranoïaque. Enfin, en tout cas, c'est pas quelqu'un d'équilibré et de structuré. Stéphane Moitoiret aurait donc été vu le jour du meurtre de Marine, près de la maison des Boisserands. C'est ce que dit la témoin qui s'est manifestée en décembre 2020. Mais ce n'est pas la première fois qu'il est mis en cause dans cette affaire. Déjà en 2008, les gendarmes se sont posé des questions à son sujet. Stéphane Moitoiret, le meurtrier présumé du petit Valentin, soupçonné du meurtre de Marine Boisseran, cette jeune femme de 20 ans tuée à son domicile le 11 octobre 2005 à Chazay-d'Azergues. Les enquêteurs tentent d'établir un lien entre le parcours du présumé meurtrier et les affaires similaires non élucidées. Stéphane Moitoiret pourrait ainsi être impliqué dans 5 affaires, dont celle donc de Marine Boisseran. Le mode opératoire était très similaire. Éric Boisseran, père de Marine. C'est-à-dire arme blanche, coup de couteau, acharnement, très rapide. C'est pour ça qu'ils ont travaillé là-dessus. Donc il y aura un appel à témoins qui sera diffusé pour essayer de retracer par où ils sont passés, là où il était hébergé, puisqu'il avait quand même pour habitude de réclamer l'aumône, soit auprès d'habitants, parfois dans des presbytères. Donc Stéphane Moitoiret, évidemment, est entendu en 2009 par les gendarmes dans le cadre de rapprochement éventuel entre lui et l'affaire Marine Boisseran. Et alors là, il va se passer des choses assez troublantes avec Moitoiret, c'est que dès le début de son audition, il se met à pleurer, ce qui, selon le propre aveu de ses proches, est très rare chez lui. Et ensuite, il va reconnaître qu'il connaît Chazay-d'Azergues, puisqu'il parle d'une vierge dorée. Donc un élément de détail quand même très précis. Alors il se souvient plus quand il y est allé, mais en tout cas, il reconnaît volontiers connaître ce village du Beaujolais.
Il reconnaît porter des baskets de marque Nike, donc les fameuses baskets dont on a retrouvé des empreintes de pas ensanglotées sur la scène de crime. Et puis surtout, il va, quand on lui parle de l'affaire, il sait qu'on lui parle de l'affaire de la jeune Marine, il va dire la jeune Marine, c'est un coup de belle barre. Et là, on retrouve le fameux double qui lui veut tant de mal, qu'il a lui-même mis en cause en disant « c'est Belbar qui a tué le petit Valentin, c'est pas moi, et ce Belbar, il me veut du mal, il me persécute ». Donc ça, c'est pour le moins troublant. En revanche, en dehors de ces déclarations de Moitouaret, donc qui était un personnage très particulier, on ne sait pas ce qu'il raconte sous l'emprise de la folie, d'un délire mystique, etc. Tout ça n'est en aucun cas étayé par des éléments matériels, de l'ADN ou des traces de sang ou effectivement un couteau. La piste Moitouaret s'éteint finalement doucement. Il va plus se passer grand-chose dans ce dossier et ce dossier ne va vivre qu'à travers, encore une fois, la pugnacité d'Éric Boisserand qui veut évidemment recueillir un nouveau témoignage qui ne serait pas encore dans le dossier. Et ça va être le cas, 15 ans après, un article sur l'affaire Boisserand, l'énigme Boisserand dans le Progrès, un grand quotidien régional, va réveiller la mémoire d'un témoin puis d'un deuxième témoin. J'ai pensé plusieurs fois à aller à Lyon, mais je ne savais pas trop à qui m'adresser en disant « je les ai vus ». Une témoin anonyme. Jusqu'à cet article, vraiment, où... Et quand j'ai vu le nom de l'avocat, j'ai dit « maintenant, tu ne peux plus te taire, il faut... Peut-être que c'est pas ça, mais je me rappelle de ce que j'ai vu. Vraiment, vraiment, je m'en souviens. » Et donc, les enquêteurs m'ont écouté le mardi 5 janvier. Alors, ils m'ont montré des photos où on la voit, elle, avec les cheveux un peu négligés, et puis lui, barbu, chevelu, les cheveux longs, grossis et tout. Je lui dis, oui, je les reconnais parce que je sais qui ils sont, mais je les ai pas vus. Alors, ils m'ont montré une autre photo où c'était vraiment... Je lui dis, ben voilà, quand je les ai vus, ils ressemblaient à ça. Et il me dit, ben, cette photo qu'on vous montre, ça date de l'époque du meurtre de Marine. Il faut qu'on approfondisse cette piste. Elle est essentielle, surtout que maintenant, il y a 2 témoignages. Il y a un ancien habitant de Chazay-Lavergue qui raconte, lui était en voiture, et sur la route, il a aperçu un couple. Il se souvient que l'homme semblait jouer au taureau-héros avec sa voiture, il a évité de justesse. Il s'est rappelé que ce couple les avait aperçus, dit-il, pas n'importe quand, mais en 2005, et pas n'importe quel jour, le 11 octobre 2005, à Chazay-Lavergue, aux alentours de 17h30, et on était juste après le crime de Marine Boisserand. C'est quand même curieux. Moi, je les ai vus le matin, quelqu'un les a vus l'après-midi. Ça fait beaucoup de coïncidences. C'est pas des preuves, je sais bien, mais ça fait beaucoup de coïncidences. Tout ça, c'est pas possible, tout ce qui est dit, quoi. Chantal, mère de Stéphane Moitouaret. J'ai jamais entendu que Noëlla ait conduit un véhicule. C'est impossible. Stéphane, il sait pas conduire. Et puis, où ils auraient eu un véhicule? Je me demande comment ils auraient pu avoir un véhicule. Ça tient pas debout, ils ont pas d'argent. Et ils ne quittaient jamais leur vélo, leurs affaires. Ils laissaient jamais leurs affaires. Monsieur Boisserand a indiqué aussi que l'auteur des faits mesure 1,80 m et qu'il est droitier. Or, Stéphane, il mesure 1,71 m et il est gaucher. Donc ça, ce sont des points importants. On ne trouve pas, alors on se reporte sur Stéphane, mais ça tient pas debout. Ça tient pas debout. J'ai un grand espoir. Je voulais chaque fois que
qu'il y a une piste supplémentaire, qu'il y a une amélioration, enfin une piste qui s'avère plausible. Éric Boisserand, père de Marine. C'est un espoir énorme. J'arrive peut-être au bout du combat. On va y arriver, quoi. On va y arriver. À l'heure qu'il est, les enquêteurs rassemblent des éléments sur l'éventuelle implication de Stéphane Moitoiré dans la mort de Marine Boisserand. Il reste présumé innocent. Si un jour un meurtrier était identifié, il pourrait être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Emmanuel Pérez. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.